connais bien la physiologie humaine en altitude, je me connais bien, je sais ce que j'ai à faire, autrement dit, même si je sais que ma vie est en danger, je sais ce qu'il faut que je fasse pour ne pas passer la limite ultime. Et je dirais que cette situation-là, on sait qu'on peut repousser les limites. Et quelque part, chez les alpinistes, ils vont rechercher en montagne une situation difficile auxquelles ils vont devoir faire face. Puis là, le coup d'adrénaline fait que tout d'un coup, on se sent, au travers des conditions extrêmes, on se sent bien. Et c'est assez paradoxal. Peut-être avant de parler d'alpinisme, moi j'ai grandi dans une petite ville française et en fait j'étais très attiré par la nature et pour essayer de comprendre notamment comment la vie fonctionnait. Ça c'est sûr que ça correspondait vraiment à mes aspirations, là. Pouvoir avoir une autonomie de plusieurs jours sur mon dos, tente, nourriture, camper au milieu de la nature, être seul en altitude avec les belles fleurs, avec les paysages, des couchers de soleil, levées de soleil, avec les tons de glace, de neige, etc. Pour moi, ça répondait vraiment à mes aspirations profondes, quoi. Fait que là, ce que je fais actuellement, en fait, j'ai plusieurs facettes à mon travail. Je fais de la recherche. En fait, j'ai eu un laboratoire de recherche en cardiologie à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de l'Université Laval. Et puis, je suis conseiller en médecine de haute altitude également. En fait, j'aurai l'occasion de vous expliquer l'histoire de tout ça. Voilà. Puis je suis aussi évidemment un passionné de montagne. Cette passion m'est venue à l'âge de 18 ans quand je suis parti en montagne avec un ami. Et donc on a traversé les Alpes, ça nous a pris 3 semaines, mais on a traversé une partie des Alpes en autonomie, donc avec le sac à dos. Et on montait, on faisait des sommets dans plusieurs massifs alpins. Et cette expérience-là m'a tellement plu que j'ai toujours voulu continuer après ça. C'est ça, quand on va, c'est sûr, en montagne, pour en expédition, le matériel, c'est essentiel. On ne peut pas se permettre de partir avec les bas de tous les jours et puis un t-shirt en coton. Ce ne serait pas une bonne idée. Fait qu'il faut avoir le matériel, disons, surtout qu'aujourd'hui, on a du matériel vraiment très au point, techniquement, qui est vraiment extraordinaire par rapport à ce que moi j'avais, par exemple, à la fin des années 70, quand je faisais de la montagne. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas comparable tellement on a du matériel technique. La montagne, c'est pas se décider du jour au lendemain puis partir. Donc, il faut être bien équipé, il faut connaître son acclimatation, il faut connaître la montagne par des guides qui sont publiés, qui sont édités. Voilà, puis ça conduit des fois à écrire ses propres aventures. Ici, on a publié il y a quelques années le livre Seconde Cordée. Puis là, ben, moi, j'ai été amené à écrire un autre livre qui est Le mal des montagnes. Ça, c'est le livre qui a été distribué, qui est pas mal connu au Québec. C'est justement ce qui résume assez brièvement, parce que je voulais pas faire un livre trop épais, compte tenu qu'il fallait permettre à tout le monde de pouvoir le lire assez rapidement avant de partir en altitude, et qui permet aux gens, à toute fin pratique, de savoir comment leur corps s'acclimate en altitude, puis quels sont les bons gestes à poser quand ils commencent à avoir des symptômes du mal des montagnes. En fait, c'est au début des années 2000, notamment lorsque j'ai dû préparer l'équipe d'Everest. C'est là où j'ai vraiment, parce que moi je suis chercheur de formation, physiologiste, biophysicien, mais surtout physiologiste. Je connais très bien le corps humain. Et l'hypoxie, donc le manque d'oxygène d'altitude, c'est un très très beau sujet de physiologie parce que ça atteint tous les niveaux de la cellule jusqu'à l'organe, jusqu'à l'organisme entier. Ça provoque des changements donc à tous les niveaux qui sont vraiment scientifiquement, là, c'est extraordinaire ce sujet-là, là.
personne n'est à l'abri du mal des montagnes, hein. Autrement dit, quand je donne des conférences, par exemple, de préparation pour l'ascension d'une montagne, je dis, bien écoutez, on peut toujours organiser une ascension où tout le monde va être malade. Autrement dit, il n'y a personne qui est protégé, même parmi les Sherpas, par exemple, personne qui est protégé de manière absolue contre le mal des montagnes. Donc, moi, j'ai vécu des symptômes quand j'étais plus jeune, avec notamment arriver à un refuge, puis avoir mal de tête, des nausées, pas envie de manger, mal dormir, etc. Et puis, bon, ça passe. Mais je me surveille parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un mal des montagnes. Alors oui, j'ai vécu des symptômes. Non, ça n'a jamais dépassé un mal des montagnes léger. Puis justement, c'est ça que j'essaye de transmettre aux gens, c'est de dire, bien écoutez, quand vous avez des symptômes, les premiers symptômes, même si vous êtes en mal des montagnes, c'est facile à traiter. Les gens peuvent aller jusqu'à mourir en montagne. Moi, j'ai opéré déjà notamment des évacuations, comme une évacuation proche du camp de base de l'Everest à Gorakchep, où une personne avait été laissée seule par son groupe, qui était parti au camp de base de l'Everest. Lui avait été laissé avec un porteur et il présentait des signes avancés d'œdème cérébral avec hallucinations, déséquilibre prononcé. Et je savais qu'il était 5 heures du soir, puis la personne pouvait, si elle passait la nuit ici, elle avait des risques très élevés de ne pas se réveiller le lendemain matin. Après, moi, je téléphone à Katmandou à un outfitter pour pouvoir envoyer un hélicoptère, mais là, c'est trop tard dans la journée. Plus possibilité d'envoyer d'hélicoptère parce qu'en fin de journée, l'air n'est pas assez dense. Donc, l'hélicoptère a des risques de cracher pour venir secourir quelqu'un qui est en danger. Fait que là, il faut trouver une solution. On est allé louer une mule dans un lodge à Gorakchep, dans un tea house plus exactement. Puis là, on loue une mule, puis on dit au porteur qui avait accompagné le gars, écoute, on le met sur la mule, puis il descend le plus vite possible jusqu'à Ferice, là, pour qu'il puisse se faire soigner. Et à Ferice, il est arrivé à temps, il a été sauvé, il y a eu un diagnostic d'œdème cérébral. Et finalement, même après cette expérience-là, moi je l'ai rencontré, celui qui a vécu ça, il n'a même pas été conscient de ce qui lui était arrivé. Le plus grave en montagne, c'est d'être épuisé. L'épuisement, ça veut dire qu'il ne nous reste plus beaucoup de minutes pour progresser. C'est pour ça que le secret d'être toujours en sécurité, c'est de jamais être épuisé. Autrement dit, l'effort doit toujours être fourni comme si on devait faire quasiment le double de ce qui est prévu dans la journée. Comme par exemple à l'Everest, la plupart des décès à l'Everest, c'est des décès d'épuisement dans la descente. Là, il s'assoit sur le bord du chemin, puis il meurt là. Donc, bon, c'est des histoires un peu dramatiques, mais le fait c'est qu'en montagne, c'est ça, on se met en situation éventuellement où on peut être en survie. Puis ce qui compte, c'est comment je vais à l'intérieur. Puis il faut toujours faire un check à l'intérieur. Dire, est-ce que je gèle des doigts? OK, si je gèle des doigts, je m'arrête, je règle le problème, je change mon gant, je fais quelque chose, puis je repars. Puis là, je suis bien. Fait qu'il y a toujours différentes raisons de vouloir faire une montagne. Ça peut être le défi, comment dirais-je, de faire le sommet. Ça peut être l'ambiance, ça peut être la beauté du paysage. Chacun a ses motivations et c'est bien correct comme ça. Chacun le fait pour, pour ce qui va le rejoindre personnellement. Parfois, tantôt, tu disais que tu ne comprenais pas nécessairement pourquoi les gens prennent des risques pour aller en altitude. Puis ça, c'est sûr que c'est une question qu'on se fait poser évidemment régulièrement. Puis je trouve que la personne qui a bien répondu à cela, c'est Reinhold Messner. Reinhold Messner, qui est le premier homme à avoir fait les 14-8000, et sans oxygène en plus de ça, disait, bien, ceux qui posent la question, à savoir pourquoi ces gens vont en altitude, ne sont pas capables de comprendre la réponse. C'est juste pour illustrer qu'il y a des gens qui ont besoin du changement, qui ont besoin de bouger, de prendre des risques, et puis d'autres qui, pour eux, c'est la stabilité qui compte, et puis prendre un minimum de risques. Fait qu'il ne faut pas chercher à forcer les gens à se comprendre parce que ce n'est pas nécessaire, et qu'en fait, chacun est comme il est, et voilà. Est-ce que votre femme partage ce goût du risque-là? Pas nécessairement. Disons qu'elle aime venir en montagne également pour la beauté des paysages, même s'il faut faire quand même des efforts.
dormir sous la tente, etc. Mais c'est sûr qu'elle ne prendrait pas plus de risques que le fait de faire du trekking. Mais par contre, elle comprend que moi, j'en ai besoin. Et donc, à ce moment-là, elle ne m'empêche pas de réaliser ces expéditions où elle me comprend, puis ça va très bien comme ça. Là, je veux dire, tu vois, ça fait 35 ans qu'on est ensemble, donc ça marche. Voilà. Ce qu'on acquiert en vieillissant, c'est l'aspect justement, on pourrait dire, sage de l'approche. Autrement dit, on est plus prêt à prendre les mêmes risques qu'on a pu prendre plus jeune. Fait que permettre à des amis d'atteindre des sommets, de voir des paysages qu'ils n'auraient pas pu faire si on n'avait pas été ensemble, mais pour moi, c'était une grosse récompense. C'est pas le fait d'être au sommet, c'est le fait de pouvoir, disons, avoir une émotion partagée en haut, quoi. Ça c'est quelque chose que je trouve plus intéressant que le fait de gravir en tant que tel la montagne.